Et bienvenue au webinaire Sexualité et cancer. Alors, je m'appelle Laure Van Lerberg et je suis conseillère au développement des programmes et services à la Fondation québécoise du cancer. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Marianne Laporte, qui est étudiante en première année de la maîtrise clinique en sexologie. Alors, juste quelques petites informations avant de commencer. Vous pouvez écrire vos questions dans le clavardage tout au long de la présentation et nous pourrons y répondre à la fin. S'il vous plaît, éteindre votre micro. Je tiens à vous préciser que ce webinaire est enregistré et sera diffusé par la suite sur nos réseaux sociaux pour celles et ceux qui souhaitent le revoir évidemment. Et un court sondage vous sera envoyé à la fin afin de recueillir vos commentaires. Et nous tenons à préciser que les échanges ne constituent en rien une consultation avec une sexologue. Alors, je cède la parole à Marianne. Bienvenue, Marianne. Salut! Donc, je vais juste me représenter. Dans le fond, c'est ça, moi, je m'appelle Marianne. Je suis étudiante à la maîtrise, puis j'ai fait mon baccalauréat en sexologie à l'UQAM. Donc, pendant mon stage au baccalauréat, j'ai fait mon stage auprès des personnes atteintes du cancer ou en rémission. Donc, vous allez voir, aujourd'hui, je vais vous parler de certains cas, tout en gardant la confidentialité là, des personnes. Donc, je vais pouvoir vous donner quelques pistes de réflexion, puis aussi, dans le fond, vous faire réfléchir à votre propre sexualité aujourd'hui. Puis, je voulais aussi vous dire que dans le fond, souvent, la sexualité, c'est un sujet qui est tabou, qui est délicat, mais sachez qu'aujourd'hui, c'est un espace qui est sécuritaire. Si vous souhaitez poser vos questions, n'hésitez pas. Donc, il va y avoir une période à la fin pour le faire. On peut changer la diapo. Donc, premièrement, je voulais commencer en vous parlant un peu du rôle de la sexologue parce que c'est encore une profession qui est peu connue. Donc, dans le fond, qu'est-ce que le sexologue cherche à faire? C'est de favoriser un meilleur équilibre sexuel chez l'être humain en interaction avec son environnement. C'est encore très large, mais au fil de la présentation, vous allez comprendre un peu mieux là, qu'est-ce que la sexologue fait. Puis, dans le fond, quand vous voulez consulter une sexologue, la sexologue bachelière va pouvoir vous aider plus au niveau de l'amélioration, le maintien ou le rétablissement de votre santé sexuelle. Donc, souvent, elle va vous donner des outils, elle va pouvoir vous aider à adapter votre sexualité plus dans le présent. Puis sinon, il y a la sexologue qui est psychothérapeute. Puis, dans le fond, la sexologue va pouvoir vous aider plus à voir les causes de vos difficultés sexuelles, puis aussi d'aller plus dans les traumas. Donc, on va en parler justement aujourd'hui en lien avec le cancer. Puis, qu'est-ce qu'il faut se souvenir aussi, c'est que souvent, la difficulté qui est présente dans la sexualité, bien souvent, ça va être le symptôme de quelque chose qui est sous-jacent. Donc, des fois, il va y avoir des problématiques qui vont être cachées, qu'on va pouvoir venir explorer aussi en sexologie. OK, suivant. Donc, pour commencer, dans le fond, on est tous des êtres qui sont dotés d'une sexualité, puis le fait d'avoir un cancer, bien, ça ne change rien à ce fait-là. Donc, c'est sûr que l'intérêt à l'égard de la sexualité va varier d'une personne à l'autre. Donc, il y a certaines personnes qui aiment avoir des relations intimes, des relations sexuelles plus souvent, tandis que d'autres vont être plus satisfaits d'avoir des rapports sexuels plus espacés. Puis, il y a même des personnes qui ne veulent pas du tout de sexualité puis qui sont bien avec cette réalité-là. Donc, ça va être un peu la même chose dans le contexte du cancer. Donc, il y a certaines personnes qui vont pas du tout avoir envie d'aller dans la sexualité, tandis que d'autres vont beaucoup utiliser la sexualité pour se réconforter puis être bien avec leur partenaire ou, dans le fond, seul. Dans le fond, c'est ça. Puis, même si, par exemple, en ce moment, vous êtes dans le parcours du cancer, bien, ça se peut qu'en ce moment, ça ne vous tente pas de parler de sexualité, d'aborder la sexualité, c'est correct. Mais des fois, c'est bien aussi d'être au courant de ça peut être quoi les effets à long terme des traitements du cancer sur ma sexualité pour ensuite mieux s'adapter aux changements qui vont être présents. Donc, dans le fond, on va s'attarder beaucoup à la santé sexuelle. Donc, c'est quoi la santé sexuelle? Bien, ça comprend plusieurs sphères. Donc, c'est pas seulement tout ce qui est génitalité. Donc, on va sortir un petit peu de la pénétration vaginale.
Pour aller plus dans les sphères comme l'identité sexuelle, les rôles sexuels, tout ce qui est orientation sexuelle, l'érotisme, le plaisir, l'intimité. Donc, ça englobe beaucoup de choses. Puis, principalement, en tant que sexologue, on va venir viser à améliorer la santé sexuelle. Donc, pourquoi la santé sexuelle est aussi importante? C'est parce que ça fait partie de notre santé qui est globale. Donc, souvent, on pense à tort que ça ne fait pas partie de notre santé globale, mais au contraire, ça fait partie de notre hygiène de vie, de notre bien-être, puis de notre qualité de vie. Puis, c'est aussi un droit. Donc, on a le droit à une santé sexuelle qui est épanouissante. Puis, c'est pas seulement une absence de maladie, de dysfonctionnement ou d'infirmité. Donc, c'est pas seulement le fait de ne pas avoir de problème au niveau de notre sexualité. On vise plutôt d'avoir une satisfaction. Donc, on va au-delà de ça. Puis, donc, c'est ça. Tout le monde a le droit d'avoir des expériences sexuelles agréables et sûres, qui sont sans coercition, sans discrimination et sans violence. Puis, donc, c'est ça. La sexualité, ça va être un aspect qui est central tout au long de la vie de la personne. Puis, malgré le fait que c'est souvent associé à la jeunesse, ben, on voit que la sexualité, c'est présent tout au long de la vie. Puis, ça va changer selon les expériences, selon notre âge, mais aussi selon l'importance qu'on va y donner. Puis, ça va être différent chez chaque personne. Ça peut changer. Donc, cancer et sexualité, de quoi on parle? Donc, souvent, comme je vous ai dit, on va associer la sexualité à l'activité sexuelle, donc à la pénétration, mais c'est beaucoup plus large. Donc, ça va venir englober plusieurs sphères qu'on va explorer avec vous en tant que sexologue. Donc, comme la sphère affective, psychologique, relationnelle, identitaire, sociale, culturelle, biologique, donc plusieurs sphères. Puis, le cancer, dans le fond, va venir affecter le parcours de la vie de la personne dans ces diverses sphères-là, mais aussi le parcours de vie du ou de la partenaire. Donc, par exemple, au niveau de la parentalité. Donc, souvent, on pense beaucoup à la sexualité en couple, mais c'est important aussi de dire que même si on est en couple, si on a des partenaires sexuels occasionnels, si on n'a pas de relation avec une autre personne, donc si on est célibataire, ben la sexualité solitaire est tout aussi importante. Donc, on peut avoir tendance à l'oublier ou peut-être lui mettre moins d'importance, mais ça peut représenter un deuil qui est tout aussi important qu'une personne qui est en couple puis qui rencontre des difficultés sexuelles dans sa relation. Donc, pour vous donner un peu un exemple, pendant mon stage, j'avais une personne de 70 ans qui était célibataire, puis pour cette personne-là, c'était vraiment un gros deuil, puis une perte d'une partie de son identité, de ne plus avoir sa fonction érectile. Donc, à ce moment-là, même si la personne est célibataire, puis des fois, le médecin ne va pas penser nécessairement aborder la sexualité avec cette personne-là, bien, on voit que dans ce cas-là, c'était quand même vraiment important pour la personne de travailler cet aspect-là de sa vie. Puis c'est ça. Puis qu'est-ce qu'on voit aussi souvent, c'est que la sexualité va être associée à la vitalité, puis à l'identité de la personne. Donc, ce qui fait que quand c'est atteint, ça va représenter un deuil assez important d'une partie de soi ou de notre vie. Donc, c'est pas rare qu'on va entendre, par exemple, je me sens incomplet, je me sens dysfonctionnel, j'ai l'impression d'avoir perdu une partie de moi. Donc, à ce moment-là, ça va être important d'aller voir, bon, c'est quoi la signification de cette perte-là. Puis, par exemple, chez l'homme, la perte de la fonction érectile, souvent, ça va venir questionner son identité, sa masculinité. Puis, c'est pareil pour les femmes, donc la perte des seins, par exemple, suite à une mastectomie ou l'atteinte des organes génitaux, comme la vulve, l'utérus, ben, ça peut apporter des questionnements par rapport à la féminité. Puis, on va pouvoir venir l'aborder puis voir, ben, c'est quoi réellement être une femme, c'est quoi être un homme pour vous. Donc, on peut venir explorer cette situation-là. Donc, je trouvais ça important de dire que, dans le fond, peu importe le type de cancer, ça ne va pas être seulement les cancers qui affectent les sites sexuels ou reproductifs du corps. Donc, par exemple, le cancer du col de l'utérus, de la vulve ou le cancer des testicules qui vont venir avoir un impact sur la sexualité. Donc, ça va être 60% des personnes qui vont être affectées au niveau sexuel et ce, 2 ans après leur épisode de cancer.
Et ça peut être pour tous les cancers, dans le fond. Donc, pourquoi? C'est parce que souvent, ça va être le traitement du cancer qui va avoir un impact direct sur la sexualité. Donc, la radiothérapie, la chimiothérapie ou l'hormonothérapie va avoir un gros impact sur la sexualité. Puis, ça va être suite à ça que ça va être plus difficile de retrouver une qualité de vie au niveau sexuel, donc suite au traitement. Donc, juste pour vous l'illustrer, dans le fond, pendant mon stage, j'avais fait un groupe de femmes que j'ai animé, puis la plupart étaient d'accord pour dire qu'elles trouvaient que de passer à travers le cancer, les traitements, c'était plus facile parce qu'après le cancer, elles trouvaient qu'elles avaient plus une difficulté à retrouver une qualité de vie, donc autant au niveau sexuel que relationnel. Puis, elles se sentaient surtout davantage seules parce qu'elle avait comme la perte des professionnels, donc du cocon thérapeutique autour d'elle, puis aussi une baisse du soutien de l'entourage. Donc, souvent, qu'elle disait, c'est qu'elle se sentait bien entourée pendant, parce que souvent, la vie est en danger, puis là, les gens vont plus se rapprocher de la personne. Mais quand elles étaient en rémission, dans le fond, les gens autour d'elles retrouvaient leur quotidien, retrouvaient leur vie. Puis finalement, elles se retrouvaient seules pour s'adapter aux changements occasionnés par le cancer. Donc, elles trouvaient que cette étape-là était difficile, puis était peu aussi considérée par les professionnels. Donc, c'est ça. Souvent, elle disait qu'à tort, on peut penser qu'on est supposé d'aller bien après le cancer, on est supposé être bien psychologiquement étant donné qu'on est en vie. Mais souvent, ce n'était pas le cas. Donc, ces personnes-là avaient besoin d'aide. Puis surtout, au niveau de la sexualité, il y a 3 catégories de personnes qui peuvent être affectées. Donc, je vous invite à essayer de vous identifier, peut-être vous êtes dans quelle catégorie. Donc, la première catégorie de personnes, ça va être des personnes qui vont plus s'adapter sans aide. Donc, souvent, c'est des personnes qui ont une bonne flexibilité déjà au niveau de leur éventail d'activités sexuelles. Souvent, ça va être des personnes qui ont déjà une bonne communication dans leur relation. Puis aussi des personnes qui sont plus entourées là, après le cancer. Sinon, il y a une autre catégorie de personnes qui demandent des solutions simples. Donc, par exemple, quelqu'un qui a de la sécheresse vaginale, dans ce cas-là, va aller voir, par exemple, son médecin, va y en parler. Il va avoir une prescription de lubrifiant, par exemple. Puis, donc, la personne va s'adapter au changement de la sexualité suite à ça. Puis, il y a la 3e catégorie de personnes qui souhaitent un accompagnement qui est plus spécialisé. Donc ça, c'est souvent la majorité des cas parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que souvent les personnes sont mal préparées au changement, aux modifications de leur sexualité. Donc souvent, le professionnel ne va pas avoir abordé cet aspect-là. Donc ça va faire en sorte que la personne va être mal préparée, donc va avoir plus de difficultés à s'adapter. Des fois aussi, ça va être plus des personnes qui vont adhérer à certains mythes ou croyances en lien avec la sexualité. Puis c'est aussi des couples qui éprouvaient peut-être déjà des difficultés au niveau sexuel qui vont en éprouver suite au cancer. Donc, on peut changer. Donc, comment on aborde ça avec notre équipe soignante? Parce que c'est important de l'adresser avec notre médecin pour être sûr d'avoir les soins qui sont adaptés à nous, dans le fond. Puis, dans le fond, c'est sûr que c'est un sujet qui peut être délicat, qui est très intime, mais comme je vous ai dit au départ, c'est un droit d'avoir une santé sexuelle, une sexualité satisfaisante. Puis, vous avez le droit aussi à l'information qui permet cette santé sexuelle-là. Donc, souvent, qu'est-ce qu'on observe, c'est qu'il y a un décalage là, entre la réalité puis la prise en charge au niveau sexuel. Donc, c'est un sujet qui est peu abordé, qui est parfois ignoré par les professionnels de la santé, mais c'est quand même important de l'aborder. Donc, souvent, peut-être les médecins vont peut-être dire qu'ils manquent de temps. Des fois, ils vont se fier au fait que le patient va l'aborder. Donc, ils vont se dire, bien, si c'est important pour le patient, ils vont m'en parler. Mais c'est important, c'est ça, de l'aborder d'emblée. Donc, je vous ai mis un peu des exemples de questions là, que vous pourriez poser à votre professionnel de la santé. Donc, par exemple, de savoir, ben, c'est quoi les répercussions sur ma vie sexuelle? Si oui, comment ça va se faire? Ça va être quoi les changements qui sont permanents?
les changements qui sont temporaires, parce que ça va aussi changer la façon dont vous allez vous adapter par la suite. Ensuite, est-ce que ce traitement-là va affecter mes hormones, étant donné que souvent les hormones ont un incidence sur la sexualité? Ensuite, est-ce que je vais pouvoir avoir des relations sexuelles ou est-ce que je vais pouvoir me masturber sans danger? Donc, des fois, il y a certaines contre-indications suite à certains traitements, donc d'avoir des relations sexuelles. Donc, c'est important de l'aborder avec notre professionnel de la santé. Par la suite, aussi de parler de, par exemple, j'ai eu mal quand j'ai eu des relations sexuelles. Pourquoi? Tu sais, par exemple, est-ce qu'avant ça me le faisait? Là, qu'est-ce qui a changé par rapport à ça? Puis, comment c'est possible d'atténuer cette douleur-là? Ensuite, il y a toutes les questions par rapport aussi à la contraception, le fait de désirer avoir des enfants. Ça, c'est souvent plus un aspect qui va être abordé. Ensuite aussi, comment je fais pour protéger mon partenaire, comment je me protège, puis aussi des informations sur comment avoir accès à une ou un sexologue, donc pour avoir une prise en charge qui est plus complète à ce niveau-là. On peut changer. Donc, qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que dans le contexte du cancer, les changements qui sont subis vont souvent vont pas être compatibles avec les normes qui sont véhiculées puis attendues dans la société. Donc, dans le fond, les mythes, les croyances auxquelles on adhère vont jouer un rôle important dans la façon de rencontrer les difficultés, dans le fond. Puis, il faut savoir que c'est normal d'entretenir des mythes, d'adhérer à certaines croyances. Puis des fois, même si c'est de façon inconsciente, on n'en est pas conscient, mais il y a certaines pensées qui font en sorte qui influencent, dans le fond, notre sexualité. Donc, souvent, ça peut être des messages qu'on voit dans les médias, ça peut être des messages qu'on a entendus dans notre entourage, ça peut être aussi, des fois, le manque d'accès à l'éducation sexuelle qui fait en sorte qu'on a certaines croyances en lien avec la sexualité. Puis aujourd'hui, je vais vous en parler de quelques-unes. Donc, il y a toutes les croyances qui sont liées à la féminité, la masculinité. Donc ça, on l'entend souvent là, suite au cancer, mais aussi chez les personnes qui n'ont pas eu de cancer. Donc, c'est assez présent dans la population en général. Donc, par exemple, le devoir conjugal. Donc, les personnes qui pensent qu'ils doivent absolument satisfaire les besoins de leur conjoint, de leur conjointe. Donc, ça, souvent, ça peut être inconscient, mais on va retrouver beaucoup de culpabilité chez ces personnes-là. Puis, on va retrouver aussi des personnes qui vont se forcer à avoir des relations sexuelles malgré de la douleur, puis malgré beaucoup de sentiments, dans le fond, des personnes qui vont pas être bien là, avec ces sexualités-là, mais ils vont quand même aller dans cette sexualité. Aussi, on entend aussi tout ce qui est par rapport, ben, je suis plus un homme si, par exemple, j'arrive pas à avoir une érection ou je suis moins féminine maintenant que j'ai plus mes seins. Donc ça va être toutes des choses aussi qu'on va pouvoir venir travailler. Ensuite, il y a les mythes qui sont liés au vieillissement. Donc, les personnes âgées n'ont plus de sexualité. Ça, c'est quelque chose qu'on peut entendre. Puis même des personnes qui sont plus âgées vont adhérer à ça. Donc, vont dire, ben maintenant que je suis plus âgée, ben c'est terminé, j'ai plus de sexualité. Mais au contraire, c'est quelque chose qui peut perdurer tout au long de la vie puis qui peut être tout aussi satisfaisant. C'est juste que des fois, ça va être différent. Puis aussi, il y a les mythes qui sont liés à la sexualité. Donc, souvent, c'est des mythes liés à la pénétration. Donc, on va mettre beaucoup la pénétration de l'avant dans la sexualité. Puis, donc, l'accent va être mis sur l'érection de l'homme, puis la capacité de la femme à recevoir cette pénétration-là. Donc, c'est important de se demander, ben, est-ce que pour moi, la pénétration, c'est important? Est-ce que j'en retire du plaisir? Puis, est-ce que je ressens de la pression peut-être de faire cet acte sexuel-là? Ou est-ce que je me sens mal de ne pas pouvoir faire, c'est ça, offrir, entre guillemets, cette activité-là? Donc, je peux vous donner un exemple d'une cliente que j'avais, dans le fond, elle, suite à un cancer de l'utérus, avait eu, dans le fond, l'infirmière lui avait proposé des dilatateurs pour éviter le rétrécissement de son vagin. Donc, des fois, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir une atrophie au niveau du vagin suite à la radiothérapie, à la chimiothérapie, donc suite au traitement.
Donc, dans le fond, cette personne-là se forçait à utiliser ses dilatateurs malgré beaucoup de douleurs. Donc, finalement, en creusant avec elle, on était venu à la conclusion que c'était pas une activité qui lui plaisait, donc de recevoir une pénétration. Donc, puis on avait vu aussi que c'était beaucoup lié à une pression de la part de son conjoint, mais aussi une pression qu'elle-même se mettait à recevoir une pénétration parce qu'elle pensait que c'était ça la sexualité qu'elle devait avoir. Donc, c'est sûr que dans ce cas-là, on pouvait regarder, ben ça pourrait être quoi? Une autre motivation à faire tes exercices de dilatation. Donc, le but n'était pas nécessairement qu'elle arrête ses exercices parce qu'il y a d'autres objectifs aussi à faire des exercices de dilatation. Par exemple, tu sais, d'avoir accès à un examen gynécologique, ça peut être important, mais ça va être d'aller voir avec la personne, mais ça pourrait être quoi ta motivation? Comment toi, tu pourrais faire ces exercices-là sans te forcer dans un but qui finalement te tente même pas. Donc, c'était un bel objectif. Puis finalement, c'est ça, c'est en ayant une autre vision de cet exercice-là, mais ça a bien fonctionné. Donc, on a pu continuer, puis aussi continuer ces exercices-là sans une douleur aussi aiguë. Puis aussi, tout ce qui est par rapport au mythe lié à la sexualité, il y a souvent le mythe de l'atteinte de l'orgasme. Donc, le but ultime, c'est d'atteindre l'orgasme. Puis aussi le mythe de la sexualité qui est spontanée, qui est supposée être naturelle. Mais ça, je vais vous en reparler plus tard. Mais donc, c'est ça, souvent, la sexualité, on pense que ça doit venir de soi-même. C'est quelque chose qui va nous happer comme un coup de foudre, mais c'est pas le cas, dans le fond. Puis sinon, il y a toutes les mythes aussi liés à la maladie du cancer. Donc, par exemple, je peux transmettre le cancer par la sexualité. Ça, c'est des fois des choses qu'on entend, puis bon, bien sûr que c'est pas le cas. On peut changer. Donc maintenant, je vais vous parler des impacts du cancer sur la sexualité. Puis je vais commencer par les impacts qui sont physiques. Donc, je vais en aborder quelques-uns, puis je vais vous donner quelques exemples de cas. Donc, je vais commencer par un exemple avec l'incontinence. Donc, dans le fond, je vais vous donner l'exemple d'un homme que j'ai rencontré qui a eu un cancer du côlon. Donc, suite à son opération, monsieur avait de l'incontinence anale. Donc, il n'arrivait plus à contrôler ses selles. Puis, il y avait une peur qui était reliée à la sexualité. Donc, d'être dans un moment d'intimité avec son conjointe et de ne pas être en mesure de contrôler ses selles. Donc, ça amenait monsieur à éviter l'intimité avec sa conjointe. Puis, en plus, ça lui amenait beaucoup de stress, ce qui faisait en sorte qu'il avait de la difficulté à maintenir son érection. Puis, ça lui amenait aussi le fait de perdre cette érection-là, une diminution de son sentiment de masculinité, mais aussi beaucoup de colère, d'impuissance. Donc, ce qui faisait qu'il s'éloignait de plus en plus de sa conjointe. Donc, on peut voir ici comment un impact qui est physique, donc au départ ici l'incontinence, bien, peut avoir une multitude d'impacts sur la vie de la personne, mais aussi sur son partenaire, puis sur sa sexualité. C'est sûr que dans ces cas-là, on va pouvoir s'adapter aux relations sexuelles. Donc, on peut venir utiliser plusieurs petits trucs pour diminuer ce stress-là -là, d'avoir un épisode d'incontinence anale pendant les relations sexuelles. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est tout d'abord faire attention à notre alimentation. Donc, essayer de regarder des fois aussi avec l'aide de certains professionnels comme les infirmiers, les infirmières ou les nutritionnistes. Donc, ça nous permet d'avoir moins d'incidents d'incontinence anale. Sinon aussi, il y a un système d'irrigation transanale. Donc, ça, dans le fond, c'est de l'eau qui va venir nettoyer, puis on peut faire ça avant la relation sexuelle pour éviter justement un incident. Il y a aussi le fait d'adapter les positions sexuelles. Donc, on va venir avoir des positions qui ne vont pas venir appuyer sur nos intestins. Donc, on va essayer peut-être une position qui va être plus, par exemple, côte à côte. Donc, ça va venir éviter qu'il y ait une pression au niveau de l'abdomen.
Donc, il y a plusieurs choses comme ça qu'on peut venir faire. Puis, on peut aussi éviter tout ce qui est la stimulation au niveau anal, puis les relations anales pour venir favoriser nos chances là, de ne pas avoir d'incident. Par la suite, il y a aussi certaines personnes qui ont eu des cancers du côlon qui vont avoir une stomie. Donc, je vais l'aborder un petit peu plus à la fin, mais c'est sûr qu'avec la sexologue, on peut venir travailler tout ce qui est par rapport à la gêne ou à l'inconfort que la stomie peut représenter. Donc, on peut aussi venir c'est ça, diminuer cet inconfort-là, par exemple en mettant une couvre-stomie ou en mettant un chandail pendant les relations sexuelles si ça nous fait sentir mieux. Donc, on peut vraiment y aller par étapes, puis aller avec quelque chose qui nous fait sentir plus, dans le fond, plus relax, mais aussi plus confiant pendant les relations sexuelles. Ensuite, pour vous donner un autre exemple, dans le fond, je voulais vous parler de l'atrophie du vagin, donc du fait que le vagin rétrécisse suite au traitement, dans le fond, suite à la radiothérapie. J'ai vu une cliente qui s'était fait informer par son infirmière de la possibilité justement qu'il y ait un rétrécissement sur le vagin. Puis des fois, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils vont recommander soit justement les dilatateurs ou ils vont recommander d'avoir des relations sexuelles qui sont régulières. Par contre, il faut faire attention parce que dans ce cas-là, la patiente avait développé une peur justement que son vagin s'atrophie. Puis, elle avait commencé à avoir beaucoup de relations sexuelles. Donc, elle se forçait à avoir des relations sexuelles avec pénétration malgré le fait qu'il y avait de la douleur. Donc, ça lui causait de la douleur et même des saignements. Mais c'était quelque chose qui était une crainte là, chez elle. Puis ça faisait en sorte que elle anticipait beaucoup les activités sexuelles, mais de façon négative. Donc, il y avait vraiment une tension au niveau aussi de ses muscles du plancher pelvien. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, la sexualité est plus vue comme quelque chose de plaisant, mais plutôt comme une tâche, puis quelque chose qu'il faut faire plutôt que quelque chose qu'on décide de faire pour le plaisir. Puis, c'est sûr que aussi cette personne-là avait la peur de ne plus répondre aux besoins sexuels du conjoint. Donc, quand on parlait du devoir conjugal tantôt, donc ça, c'était une peur qui était présente. Puis aussi la peur de l'abandon, donc de dire, ben si j'ai plus de sexualité avec mon conjoint, ben j'ai peur que la relation prenne fin. Donc, c'est toutes des choses que on peut explorer puis remettre à la conscience pour voir ben pourquoi finalement je me force à avoir ces relations sexuelles-là. Puis, c'est aussi important d'aller voir ben, l'impact au niveau corporel. Ben, c'est quoi qu'elle engendre par la suite? C'est quoi aussi les autres moyens que je peux faire en sorte pour pallier à ce changement-là sans nécessairement me forcer à avoir une sexualité dans ce cas-là, dans le but d'éviter l'atrophie au niveau du vagin. Par la suite, il y a aussi les douleurs à la pénétration. Donc, ici, je voulais plus vous amener une réflexion parce que dans le fond, qu'est-ce qu'on voit souvent, c'est dans une étude là, que j'avais vue, c'est que les femmes qui ont des douleurs à la pénétration vont avoir autant de relations pénétratives que les femmes qui ont aucune douleur à la pénétration. Donc, c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup observé. C'est pas parce que la personne avait des douleurs qu'elle allait arrêter d'avoir des relations pénétratives. Puis, donc, ici, c'est important de se poser la question, ben, c'est quoi mes craintes? C'est quoi les peurs que j'ai? C'est quoi, pourquoi je continue à avoir ces relations-là malgré la douleur? Puis tantôt, je vais vous en parler, mais on va aussi voir qu'est-ce que ça fait, le fait de continuer à avoir les relations sexuelles malgré cette douleur-là. Donc, souvent, ça nous embarque dans un certain cercle vicieux. Puis ensuite, on est pris un peu dans ce cycle-là. Puis par la suite, je voulais aussi parler de sécheresse vaginale parce que c'est quelque chose, c'est un des impacts dans le fond qui est le plus courant. Oh, il y a un petit message. OK. Donc c'est ça, c'est la sécheresse vaginale, c'est quelque chose qui revient souvent.
Puis, donc souvent, ça va causer aussi beaucoup de douleur, d'inconfort pendant les relations sexuelles et au quotidien aussi. Mais c'est sûr que des fois, on va souvent entendre de utiliser un lubrifiant, mais des fois, ça peut ne pas être suffisant pour certaines personnes, puis il va falloir à ce moment-là revoir les activités sexuelles. Puis, il y a aussi tout ce qui est question de ménopause. Donc, désolée, il y a comme les petits sons, ils se déconcentrent. OK. Donc, c'est ça. La ménopause, dans le fond, c'est ça. Souvent, qu'est-ce qui peut arriver, c'est que la ménopause va être déclenchée par le traitement. Donc, il peut y avoir beaucoup de symptômes qui sont très marqués. Donc, que si, par exemple, en contraste, par rapport à la ménopause qui est faite de façon plus naturelle. Donc, l'hormonothérapie peut venir jouer un rôle là, sur l'apparition des symptômes de ménopause. Puis, souvent, ça vient avec beaucoup de symptômes comme une baisse de libido. On peut avoir aussi tout ce qui est bouffée de chaleur, des sueurs, aussi au niveau de l'atrophie vaginale, la sécheresse vulvaire. Donc, ça peut avoir un gros impact au niveau de la sexualité. Puis, souvent, ça peut aussi donner l'impression qu'on a vieilli prématurément quand on a eu un cancer en plus jeune âge, dans le fond. Puis, ça peut avoir des impacts sur notre sexualité. Puis, il y a aussi tout ce qui est modification au niveau chez l'homme, dans le fond, au niveau de l'éjaculation. Donc, des fois, quand une personne a eu un cancer de la prostate, des fois, il peut y avoir ce qu'on appelle des orgasmes secs, des orgasmes secs, pardon. Puis, ça, dans le fond, c'est un orgasme qui va être sans ou avec peu d'éjaculat, mais souvent, ça n'a pas d'impact sur la fonction orgasmique. Donc, ça va vraiment être juste au niveau, dans le fond, de l'éjaculation. Il va juste pas avoir d'éjaculation. Ou sinon, des fois, l'éjaculation va être rétrograde. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est dans le fond, suite à la chirurgie, dans le fond, le liquide séminal va être expulsé vers la vessie au niveau, dans le fond, à la place de vers l'extérieur. Donc, dans le fond, ça, c'est pas dangereux. Puis c'est juste vraiment, ça n'empêche pas non plus la capacité à obtenir un orgasme. Donc, voilà au niveau des impacts physiques. Donc, on peut changer. Ouais. Donc, maintenant, je vais vous parler des impacts qui sont psychologiques. Puis, dans le fond, c'est ça. Je vais commencer avec le trouble de stress post-traumatique parce que souvent, c'est très peu abordé, mais on va souvent le voir présent au niveau de la sexualité. Donc, je vais vous donner un exemple là, pour vous illustrer un peu comment ça peut se présenter chez un patient ou une patiente. Puis, vous allez voir que c'est souvent lié à plusieurs associations qui sont négatives en lien avec la sexualité. Donc, je vais vous donner un exemple d'un patient atteint du cancer des testicules. Donc, dans le fond, ce patient-là a dû préserver sa fertilité en premier lieu dans l'éventualité où il voulait avoir des enfants. Donc, par contre, qu'est-ce qui est arrivé, c'est le fait, premièrement, de devoir éjaculer dans un processus qui est médical, donc qui est déplaisant. Donc, de devoir conserver ses spermatozoïdes. Ça, c'était déjà associé à quelque chose de, c'est ça, très déplaisant. Puis, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup de processus médicaux chez les personnes qui ont le cancer qui impliquent des parties du corps associées à la sexualité. Donc, qui peuvent venir teinter et revenir sous forme de flashback en lien avec l'intimité. Donc, ici, dans le fond, c'est ça. Il y avait associé aussi que le sperme était toxique à cause de la chimiothérapie. Donc, ici, pour éviter, il avait été averti par son médecin qu'il fallait qu'il évite le contact avec les fluides avec le partenaire. Mais cette personne-là avait vraiment gardé cette idée-là par la suite aussi. Donc, éviter d'embrasser son partenaire, éviter aussi de toucher son partenaire. Donc, ça avait perduré dans le temps. Puis aussi, il y avait aussi des flashbacks au niveau, dans le fond, quand il regardait le testicule qui lui restait, mais dans le fond, il y avait, dans le fond, il revoyait sa tumeur, puis il revoyait aussi, en revoyant aussi la cicatrice, ça lui rappelait vraiment tout le processus dans lequel il était passé
pendant le cancer. Donc, c'est ça. Dans le fond, tout ça, ça faisait en sorte qu'il évitait donc de se mettre nu devant son partenaire. Donc, c'était impossible pour lui de se mettre nu. Il y a aussi la peur de devoir de se masturber, donc en lien justement de devoir toucher où il y a eu un cancer. Donc, il y avait vraiment un évitement au niveau de ses organes génitaux. Puis, c'est ça. Puis ça venait aussi avec beaucoup de flashbacks, de souvenirs en lien avec son cancer, puis tout ce qui est processus médicaux, dans le fond. Donc, on peut voir, c'est ça, dans le fond, c'est ça. Je voulais vous montrer qu'on peut voir que les traumatismes en lien avec le cancer, il peut y en avoir plusieurs. Puis, tu sais, on parle de plusieurs petits traumatismes qui prennent forme dans la sexualité. Par la suite, je voulais aussi vous parler de la diminution de l'intérêt pour la sexualité. Donc, ici, je l'ai mis dans les impacts psychologiques. Par contre, c'est sûr que l'intérêt pour la sexualité, donc le désir sexuel, souvent, c'est quelque chose qui va être très multifactoriel. Donc, j'aurais pu le mettre autant dans les facteurs biologiques que relationnels. Donc, il va y avoir beaucoup de choses qui vont venir influencer notre intérêt pour la sexualité. Puis, dans le fond, dans le contexte du cancer, qu'est-ce qui arrive aussi chez la personne qui a le moins de désir sexuel dans la relation? Souvent, ça va être une personne qui va être plus pointée du doigt. Donc, c'est pas rare que cette personne-là va ressentir une culpabilité malgré que le fait que la personne a traversé des périodes très difficiles. Donc, tu sais, d'avoir un cancer, ça favorise pas du tout l'intérêt envers la sexualité pour certaines personnes, étant donné justement que c'est très difficile émotionnellement. Donc, c'est ça. Donc, souvent, la diminution de l'intérêt envers la sexualité, ça peut être lié à la prise d'hormonothérapie ou même à l'ablation d'organes qui produisent des hormones. Donc, on découvre souvent aussi plusieurs facteurs relationnels qui vont venir affecter le désir. Il y a aussi la baisse de désir qui peut être due à l'impact des traitements sur la fonction sexuelle. Donc, ça va être important d'explorer aussi la satisfaction dans le couple de la personne. Donc, on va venir explorer beaucoup cette sphère-là au niveau de l'intérêt pour la sexualité. Puis, il faut savoir aussi, souvent, ça peut être des effets qui vont être temporaires ou des effets qui vont durer dans le temps. Donc, souvent, ça va engendrer beaucoup de questionnements chez les patients et les patientes. Donc, on peut entendre, par exemple, ben, est-ce que mon partenaire m'aime encore? Donc, ça peut être chez le partenaire de la personne qui a eu le cancer. Ensuite, on peut se demander, ben, est-ce que mon partenaire me désire encore, par exemple? Ou sinon, comme je vous ai parlé, la peur de perdre l'autre, donc la peur de perdre notre partenaire si on ne compte pas les besoins sexuels. Donc, des fois, il y a des personnes qui vont se forcer quand même à avoir des relations sexuelles. Puis, ça peut être très difficile après de se sortir de ce cycle-là. Donc, justement, c'est ça, c'est la prochaine diapositive. Je vais vous en parler de ce cycle-là. Donc, on peut changer. Ouais, dans le fond, c'est ça. C'est le cycle de peur-évitement. Donc, je vais vous en parler brièvement. Mais dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que dans le fond, il va avoir une relation sexuelle ou une relation intime. Donc, il va avoir soit une pénétration vaginale, anale, avec un doigt, avec des jouets sexuels ou un toucher. Donc, il va avoir, c'est ça, une pénétration ou un toucher. Puis, ça va être lié à une expérience qui est négative ou qui est douloureuse. Par la suite, il va avoir une pensée de catastrophisation. Donc, la personne va se dire, ben, oh mon Dieu, ça me fait tellement mal, je vais toujours avoir mal, ou mon partenaire va me quitter, ou je suis pas du tout attirante. Donc, il va avoir une pensée qui va provoquer de la peur. Donc, aussi, la peur souvent d'avoir de la douleur. Donc, ensuite, il va avoir une peur qui va être liée à l'intimité, à la sexualité, ou à la pénétration ou au toucher. Ensuite, il va y avoir une hypervigilance. Donc, la personne va être vraiment alerte. Puis, tu sais, des fois, on va voir la personne, elle va sursauter, elle va vraiment être alerte aussi aux signaux de douleur. Donc,
le focus va vraiment être plus sur la douleur plutôt que le plaisir dans ce cas-là. Puis aussi, on va observer une tension qui est corporelle, donc la personne va être très crispée, donc aussi au niveau des muscles du plancher pelvien, puis aussi tout au niveau de son corps. Puis, donc ça, souvent, quand on est crispé comme ça, c'est souvent parce qu'on est stressé. Donc, ça va être notre système sympathique. Donc, quand on va être en mode stress, ça va être le système sympathique qui va être activé. Puis ça, c'est comme quand, au temps des hommes des cavernes, il y avait un mammouth. On se faisait courir après par un mammouth. Donc, c'est ce système-là qui se met en marche. Puis, souvent, c'est soit qu'on va fuir, donc on va éviter, soit qu'on va être plus, ou on va figer, ou on va être plus dans l'attaque, donc on va réagir vraiment de façon très forte. Donc, ça, ce système sympathique-là, donc le système de stress, est vraiment à l'opposé du système parasympathique, qui est le système qui est lié à la détente. Puis, c'est ce système-là, on doit être dans ce système-là pour être dans la sexualité, puis pour être dans cette relaxation-là qui est physique. Donc, ça va être important d'aborder ce cycle-là. Si on voit qu'on est vraiment pris dans ce cycle-là, d'aller consulter, d'aller voir quelqu'un pour justement se sortir de ça. Puis sinon, c'est ça. Souvent, on va voir deux cas, là. Soit la personne qui va éviter beaucoup l'intimité, la sexualité, donc va vraiment éviter tout ce qui est contact physique, parce que souvent, il y a l'idée de dire, ben, OK, si mon partenaire commence à m'embrasser, oh, ça veut absolument dire qu'il va avoir une relation sexuelle. Donc, souvent, ces personnes-là vont tout de suite couper la relation, va dire non, je veux même pas que tu me touches, je veux même pas que tu m'embrasses, puis va fuir. Puis sinon, il y a la personne qui va être plus, qui va plus figer, donc qui va vraiment reproduire ce cycle-là malgré la douleur, parce qu'il va avoir justement des fois souvent une culpabilité ou il va avoir d'autres raisons là, derrière la reproduction de ce cycle-là. Donc, c'est important de l'aborder à ce moment-là. Puis c'est aussi, ça m'amène aussi à parler de l'anxiété de performance. Donc souvent, ça va être plus présent chez les hommes, puis ça va être surtout, dans le fond, en lien avec l'érection. Donc, qu'est-ce qu'on voit, c'est que quand il y a une crainte de perdre l'érection, ben ça fait comme tout le contraire, là, ça va favoriser la perte de l'érection. Puis ça, souvent, ça devient comme un peu aussi comme un cercle vicieux où ben, j'ai la crainte de perdre mon érection. Donc, le stress engendré par cette crainte-là fait en sorte que je perds mon érection. Donc, encore une fois, ce cycle-là, des fois, peut se répéter. Puis, il faut aussi aller obtenir de l'aide là, à ce moment-là. On peut changer. Parfait. Donc, c'est ça, comme vous avez pu le constater, c'est ça, dans le fond, il y a plusieurs deuils, il y a plusieurs pertes qui sont liées au cancer. Puis c'est important aussi de considérer que le cancer peut être un traumatisme qui est répété. Donc, il va souvent y avoir des associations qui sont négatives en lien avec la sexualité suite à des événements en lien avec le traitement du cancer. Donc, c'est très fréquent qu'on va voir justement un trouble de stress post-traumatique prendre forme dans la sexualité. Donc, c'est important que vous soyez alerte peut-être aux signaux, puis d'en parler avec votre médecin pour justement avoir les soins nécessaires suite à ça. Donc, c'est sûr qu'il faut être alerte, par exemple, aux pensées qui peuvent être envahissantes, à l'idée, par exemple, d'être toxique suite à un traitement, tout ce qui est l'évitement aussi de l'intimité, l'impression d'avoir été agressé ou l'impression d'avoir perdu aussi le contrôle de son propre corps. Donc, tout ça, aussi le fait d'être hyper vigilant, de sursauter quand quelqu'un va nous toucher, ça, c'est tous des signaux qu'il faut regarder. Puis aussi, dans le fond, il faut savoir que les symptômes post-traumatiques, c'est une réaction qui est normale, mais un événement qui est anormal. Donc, vous n'êtes pas en train de perdre votre santé mentale si ça vous arrive. Ça se traite. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui est important, c'est... oh, je perds mon électricité. Bon, j'ai plus de lumière, mais je vais continuer pareil parce que je me suis mis sur un Wi-Fi externe.
Donc, c'est ça. Où j'étais rendue? Ah, la lumière fut OK. Donc c'est ça. Dans le fond, c'est ça que je vous disais, c'est que, le trouble de stress post-traumatique, lié au cancer, ben ça se traite. Puis, dans le fond, le but, c'est d'avoir une intervention le plus tôt possible, pour nous permettre de ne pas maintenir cette difficulté-là dans le temps, puis dans notre sexualité. Donc, comme je vous ai parlé un petit peu du cycle qui se reproduit, on essaie de venir briser ça, puis c'est possible de s'en sortir à ce moment-là. Donc, dans le fond, on peut changer là, de la positive. Dans le fond, je voulais vous donner l'exemple d'une femme que j'ai rencontrée lors de mon stage. Puis, on a fait un projet de patient partenaire. Donc, cette femme-là, elle a eu le cancer du sein. Puis, dans le fond, elle explique dans la vidéo qu'à chaque fois que son mari touchait ses seins, elle avait un flashback de ses interventions médicales. Donc, ça, c'est un exemple de justement d'associations négatives en lien avec les traitements du cancer dans la sexualité. Puis, c'est ça, elle avait beaucoup d'hypervigilance, aussi un sentiment de perte de contrôle de son corps. Donc, je voulais vous montrer un extrait. Aussi, par la suite, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir sur le site de Laval en santé. Il y a aussi d'autres capsules avec cette même personne. Puis, elle explique beaucoup là, son expérience en lien avec le cancer et la sexualité. Donc, c'est très intéressant parce qu'on ne voit pas ça souvent, là, justement, des personnes qui parlent de leur expérience. C'est ça, on peut partir la vidéo. Ouais, ça commence à être 44. Ouais, c'est bon. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Je pense pas qu'on entend. Est-ce que vous entendez le début? Moi, j'entends pas. D'accord, on va réessayer une dernière fois. On n'entend pas, mais dans le fond, je vais vous inviter à aller le voir, là. C'est assez intéressant. Donc, je vais juste poursuivre, dans le fond, à la prochaine diapositive. Parfait. Ouais, c'est ça, on mettra le lien, je pourrais aller le chercher aussi. Parfait. Dans le fond, je vais poursuivre avec les impacts au niveau relationnel. Donc, je vais vous parler de plusieurs cas là, de choses qu'on peut observer dans la relation suite au cancer. Donc, premièrement, c'est le manque d'intimité et de connexion. Donc, souvent, qu'est-ce qu'on voit? C'est comme un effet boule de neige. Là, je vous en ai parlé un petit peu, mais dans le fond, la personne va éviter tous les rapprochements, va éviter l'intimité par peur que ça aille plus loin vers une activité sexuelle qui est considérée menaçante pour la personne qui a le cancer. Donc, ça peut aller même jusqu'à l'arrêt de la communication dans le couple, puis vers un évitement donc du partenaire. Par la suite, qu'est-ce qu'on voit aussi, c'est le changement de rôle entre les partenaires. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est souvent quelqu'un qui va prendre le statut du soignant et l'autre du soigné. Donc, la personne qui est soignante ne voit plus son partenaire comme un conjoint ou une conjointe à part entière, mais comme quelqu'un de malade, de vulnérable ou comme un enfant. Donc, la personne va prendre soin, puis ça devient souvent difficile, voire impossible d'érotiser cette personne-là par la suite dans la sphère sexuelle. Donc, je vais vous donner un exemple d'un couple que j'avais vu. Dans le fond, la conjointe, elle,
rappelait constamment au conjoint de prendre sa médication, de faire ses tests. Elle lui rappelait beaucoup ses limites. Donc, par exemple, elle lui disait, ben, tu sais, va pas prendre une marche. S'il t'arrive quelque chose, si tu tombes, si je serai pas là pour toi. Donc, c'était beaucoup, justement, de la crainte de la part de la conjointe. Puis ça faisait en sorte que son conjoint se sente infantilisé dans leur relation. Puis, ça lui empêchait de se rapprocher dans l'intimité, dans une relation d'égal à égal. Donc, chez la conjointe, il y avait une crainte constante que quelque chose arrive. Puis ça, c'était très difficile là, au niveau justement des rôles, puis de l'érotisation du partenaire, qui est nécessaire pour aller dans l'intimité, dans la sexualité. Ensuite, dans le fond, il y a tout aussi qu'est-ce qui est au niveau des changements corporels et la réaction des partenaires. Donc, par exemple, une personne avant qui aimait se faire caresser les seins, ça se peut que suite à un cancer du sein, ait des sensations d'engourdissement, des adhérences ou même des mauvais souvenirs en lien avec cette partie-là de son corps. Donc, c'est ça, dans le fond, ça se peut que la personne n'ait plus les mêmes goûts au niveau de la sexualité. Puis aussi, au niveau du partenaire, ça se peut que le partenaire ait peur de blesser aussi son ou sa partenaire. Donc, on peut voir les deux, la personne qui n'aime plus, par exemple, se faire toucher les seins, mais aussi la personne qui aime encore se faire toucher les seins, mais que son partenaire, parce qu'elle a eu un cancer du sein, par exemple, va avoir peur de toucher les seins de sa partenaire. Donc, on peut voir aussi que ça peut se présenter chez le partenaire à ce moment-là. Excuse-moi, Marianne, Oui. de t'interrompre. Oui. Normalement, on termine le webinaire dans 6 minutes. Oui. Et puis, on a aussi des questions. Alors, je voulais juste m'assurer de savoir comment tu voulais faire pour pas qu'on puisse trop dépasser. Voilà, je te préviens que le webinaire se termine dans 6 minutes. OK, merci. Ben, j'avais presque terminé. Dans le fond, on peut passer tout de suite à la dernière diapositive. Dans le fond, c'est sur après elle. Ouais. Dans le fond, c'est ça. Je vais juste conclure en vous parlant que le cancer, dans le fond, ça peut être une occasion de redéfinir sa sexualité. Donc, ici, je vous ai mis les 8 composantes de l'expérience sexuelle optimale. Puis, comme vous voyez, c'est beaucoup axé sur l'intimité, la connexion à soi, puis la connexion à l'autre. Donc, on voit que le fonctionnement sexuel normal, en guillemets, n'est pas nécessaire ni suffisant à une sexualité qui est optimale. Donc, une absence de dysfonction sexuelle ne veut pas dire qu'on va avoir une bonne sexualité. Donc, c'est sûr qu'une sexualité qui est satisfaisante, ça va au-delà du fonctionnel. Donc, souvent, il faut regarder au niveau de nos scénarios sexuels. Donc, est-ce que j'ai des scénarios sexuels qui sont rigides? Est-ce que j'adhère à des mythes? Est-ce que je me concentre vraiment juste sur une activité sexuelle? Donc, souvent, on va essayer d'aller voir, d'élargir vraiment notre éventail sexuel. Puis, on va aussi aller explorer des activités sexuelles qui sont adaptées, qui sont variées. Donc, on va aller plus vers des câlins, des caresses, tout ce qui est massage, stimulation manuelle, réciproque, des relations bucco-génitales, par exemple de prendre un bain ou une douche avec notre partenaire, de regarder des vidéos érotiques, d'avoir des accessoires sexuels, puis aussi tout au niveau de l'autostimulation, de la masturbation. Aussi, c'est important de regarder au niveau de notre imaginaire érotique. Donc, oui, il y a tout l'aspect qui est physique, mais l'aspect mental est vraiment très important, puis il est souvent oublié. Donc, on va mettre vraiment l'accent sur explorer notre imaginaire érotique, peut-être d'aller penser à divers scénarios, aller s'alimenter avec des livres, avec des podcasts audio, il y en existe quelques-uns. Puis, c'est ça aussi, au niveau, bon, je vais y aller rapidement, je vois le temps file, mais au niveau aussi de l'anticipation de la sexualité. Donc, cette anticipation-là, c'est très important. Puis, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'elle se cultive avec la distance entre les partenaires. Donc, des fois, on a la mauvaise conception de dire, OK, ça va pas bien au niveau de la sexualité, il faut vraiment qu'on se rapproche, on n'est peut-être pas assez proche, mais des fois, juste d'avoir cet espace-là, puis cet espace-là où on peut anticiper l'activité sexuelle, mais aussi
prendre une distance de notre partenaire, puis souvent, ça va favoriser le fait de l'érotiser. Donc, des fois, on peut développer un petit peu plus nos activités chacun de notre côté pour prendre cette distance-là qui est nécessaire au désir puis à l'intérêt sexuel. Donc, dans le fond, c'est ça. Je voulais juste finir avec une petite réflexion, dans le fond, sur le plaisir sexuel versus le désir sexuel, parce que souvent, on est très axé sur le désir sexuel. Donc, souvent, on dit, OK, je voudrais avoir des relations sexuelles plus souvent, mais je voulais vous faire réfléchir, peut-être de mettre plus l'accent sur le plaisir sexuel et les sensations. Donc, d'aller plus vers une qualité relationnelle, sexuelle et dans l'intimité plutôt qu'une quantité. Donc, je vous invite à vous questionner puis par rapport à votre satisfaction, puis vos expériences au niveau sexuel, puis de voir comment vous pouvez optimiser tout ça. Donc, voilà. On peut aller aux questions si vous souhaitez. Merci beaucoup, Marianne. Donc, vous avez à l'écran quelques références que Marianne a eu la gentillesse de nous proposer. Alors, évidemment, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le temps de noter, de prendre la photo. Ne vous inquiétez pas, le webinaire est enregistré et je vous enverrai le courriel avec le lien de YouTube du webinaire. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je passe la dernière diapositive sur les références que Marianne nous propose dans ses longues lectures. Alors, et voilà, simplement aussi pour vous dire évidemment que on a beaucoup nous aussi à la Fondation québécoise du cancer, on offre des programmes et services depuis plus de 40 ans pour soutenir au quotidien des milliers de Québécois et Québécoises touchés par le cancer et les proches. Alors, vous le voyez à l'écran très rapidement, la Fondation offre des thérapies complémentaires de bien-être physique, de soutien psychologique à travers ces 6 centres et on détient en plus le plus grand réseau d'hébergement de la province. On offre aussi de l'aide financière et juridique pour les personnes atteintes en situation de précarité. On propose aussi de l'aide adaptée aux jeunes 15-39 ans touchés par le cancer avec le programme Afélix et évidemment nos services InfoCancer avec le gros service d'information. On a des infirmières spécialisées en oncologie qui répondent à toutes les questions. Alors, et pour nous rejoindre, vous pouvez appeler la ligne InfoCancer au 1-800-300-63 ou notre site internet cancerquebec.com. Pour terminer, je vous montre, oula, ça part dans tous les sens. Je vous montre notre diapositive de choix de lecture de notre documentaliste spécialisé en oncologie. À la ligne InfoCancer, vous pouvez aussi parler à une documentaliste. Elle nous a fait là un petit choix de lecture. Disponible en ligne, je vous l'ai envoyé dans le clavardage. On a un nouveau dossier thématique sur la sexualité et l'intimité. Donc, vous pouvez aller cliquer, voir dessus. Évidemment, vous pouvez aller sur notre site internet, retrouver l'information. Et bonne nouvelle, on a un nouveau service. Donc, on a une sexologue. Donc, ça ne sera pas Marianne, mais nous avons une sexologue qui vient de débuter à la Fondation québécoise du cancer. On est très heureux. Donc, c'est le même principe. On appelle la ligne InfoCancer et on peut avoir un rendez-vous avec une sexologue suite à l'évaluation d'une infirmière. Alors, Marianne, je te remercie énormément pour vraiment ta présentation qui est fort intéressante. On va enchaîner très, très rapidement. J'ai quelques questions des participantes. Alors, je commence sans plus tarder de Marie-France. Depuis mon diagnostic en juillet 2022, je n'ai pas eu de relation avec mon mari. Je ne sais plus comment casser la glace avec mon nouveau corps. Oui. OK. La question, c'est ça, c'était qu'elle n'a pas eu de relation depuis, c'est ça, à cause de la relation avec son corps? C'est ça, elle a un cancer depuis, elle a été diagnostiquée en juillet 2022, puis elle n'a plus de relation depuis avec son conjoint. Donc, comment briser la glace avec son nouveau corps? Voilà.
Mhm. Mais c'est sûr que c'est important là, d'y aller à son rythme. Donc, d'aller peut-être avec des activités ou des moments plus d'intimité. Donc, c'est sûr que là, je sais pas si elle est encore présente, mais dans le fond, c'est de voir peut-être, de commencer par des choses qui sont peut-être moins menaçantes pour toi. Donc, dans le fond, je ne sais pas c'est quel cancer que tu as eu, mais de commencer seulement par, tu sais, d'avoir des moments de se caresser ou, par exemple, prendre un bain, une douche avec son partenaire. Donc, ça peut être une façon là, de débuter. C'est sûr que si on commence tout de suite, tu sais, par exemple, euh, par une relation sexuelle avec une pénétration, par exemple, ou si, par exemple, aussi, tu es peut-être moins à l'aise de te mettre nu devant ton partenaire, ça peut être d'y aller par étapes. Donc, par exemple, de garder ses vêtements, ça peut être une première étape, justement, si on est moins à l'aise. Mais aussi de l'aborder avec le partenaire, donc de dire, ben, tu sais, moi, je ressens une certaine peut-être crainte à retourner dans l'intimité, tu sais, de voir comment ça peut être fait de façon vraiment, euh, dans le fond, comme une équipe, là, dans le fond, tu sais, d'aller petit pas à petit pas. Je pense que ça serait vraiment la façon de faire, mais c'est sûr que d'aller aussi voir quelqu'un, ben justement là, il y a quelqu'un à la Fondation québécoise du cancer qui peut peut-être donner plus de conseils personnalisés selon ta situation à toi. Donc, ouais, je pense que Absolument. Tout à fait. Je le rappelle, on a une sexologue qui vient de commencer ce lundi. Alors, tout ce que vous avez appelé à faire, c'est appeler, pardon, la ligne Info Cancer au 1-800-363-0063 pour parler à une infirmière qui va pouvoir évaluer vos besoins et vous rediriger vers nos services, évidemment. Allez, j'ai encore deux autres questions. Concernant de Francine, concernant la sécheresse vaginale, recommandez-vous les cliniques privées qui disent traiter ce problème? Je sais pas si elle parle peut-être du laser dans les cliniques privées, parce que oui, j'ai déjà entendu justement des personnes qui avaient tenté le laser, mais c'est sûr que les études en ce moment ont pas vraiment le statué de l'efficacité. C'est sûr que je sais que c'est quelque chose qui existe puis qui est quand même coûteux. Donc, c'est sûr que ça serait, ouais, je vois que c'est oui, le laser. Donc, c'est ça, ben, c'est sûr que c'est quelque chose aussi qu'il faudrait parler avec son médecin pour s'assurer que c'est un traitement qui est bon pour nous. Mais oui, il y a des personnes qui l'avaient essayé puis qui disaient qu'il y avait des bons résultats, mais c'est sûr que ça doit différer d'une personne à l'autre. Mais sinon, pour la sécheresse vaginale, il y a des hydratants, dans le fond, quotidiens qu'on peut appliquer. Sûrement, peut-être, c'est quelque chose que tu as déjà essayé. Des fois, c'est sûr que c'est pas un lubrifiant, c'est vraiment un hydratant, donc qu'on applique au quotidien. C'est sûr que sinon, toujours d'utiliser du lubrifiant pendant les relations sexuelles, ça peut aider. Mais je comprends que des fois, c'est vraiment c'est ça, un problème qui peut être difficile là, à traiter. C'est ça, même avec les produits qu'on a sur le marché. Mais sinon, c'est sûr que ça serait de regarder au niveau des autres activités sexuelles, peut-être qui n'impliquent pas nécessairement euh, la pénétration. Des fois, ça va être souvent là qu'il va y avoir un frottement, qui peut avoir aussi beaucoup d'irritation, même des saignements. Mais je t'invite à aller peut-être te renseigner au niveau du laser, là, si c'est une option qui t'intéresse. Merci. Puis enfin, dernière question de Laetitia. On entend souvent dire qu'il est déconseillé d'avoir des rapports sexuels post-chimio. Il faut attendre combien de jours après le traitement de chimio pour avoir des rapports sexuels? Hmm. Ben ça dépend vraiment du traitement, là. Donc, c'est souvent, ça change d'une personne à l'autre. Puis c'est sûr que au niveau de tout ce qui est conseil par rapport à la chimiothérapie, c'est mieux de demander directement au médecin. Par contre, c'est ça, je sais que oui, effectivement, il y a un délai, mais c'est de voir peut-être plus avec le médecin à ce moment-là, vu que c'est plus un conseil qui est médical, là, ça va plus en tenir
Ouais, toujours parler à votre médecin. C'est sûr que c'est une Voilà. bonne idée. Mais c'est sûr que s'il y a des craintes par la suite qui restent, par rapport à ça serait important de l'aborder aussi, au niveau de la sexualité. Ouais. Ben, Myriam, merci énormément pour ta présentation très intéressante. On a appris plein de choses. Il y a beaucoup de choses, hein. Le domaine de la sexualité et de l'intimité est absolument fascinant. Et puis, oui, il faut déconstruire toutes sortes de choses, les tabous. Faut oser en parler. Alors évidemment, tout ce qui est question médicale, n'hésitez pas à en parler avec votre équipe soignante et n'hésitez pas à nous appeler à la ligne Info Cancer. Vous avez aussi mon adresse courriel dans le chat. Alors s'il y a d'autres questions que vous avez par la suite, vous n'hésitez pas. Ne vous inquiétez pas, je vous envoie un courriel avec la vidéo, le lien YouTube, tout ce que vous avez entendu ce soir. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Faites attention à vous et on se voit bientôt pour un prochain webinaire. Merci.